Bonsoir, bienvenue, les grandes articulations. Administration publique, cadres et agents se perfectionnent, une vingtaine bénéficient du programme Certificat des compétences administratives. C'est la 5e promotion du CCA, un outil qui enseigne les notions d'intégrité et de professionnalisme. Un recensement biométrique, une pratique malsaine dévoilée. Il s'agit du retrait de l'argent aux citoyens. La vérification s'active automatiquement. La gouverneure de Conakry rencontre les acteurs impliqués. La gratuité du processus est vivement rappelée. Planification familiale. En 14 ans d'existence, le partenariat de Ouagadougou a enregistré des avancées, mais il faut les capitaliser. Les pays concernés échangent sur la consolidation de la plateforme. Des solutions concrètes sont en perspective. C'est tout pour le sommaire. Certification d'une vingtaine de cadres évoluant dans l'administration publique. C'est pour qualifier les compétences administratives. Le programme livre ainsi la 5e promotion du CCA, un outil qui inculque les notions d'intégrité et de professionnalisme, une assistance de l'Institut national de formation du ministère de la fonction publique. Mamadi Ternaka Misoko. Le CCA, Certificat en compétences administratives, est un programme conçu par le ministère du Travail et de la fonction publique en collaboration avec l'ENAP du Québec dans le but d'aider l'administration guinéenne à se performer. Après 3 mois de réflexion, de partage d'expériences et d'apprentissage, une 5e promotion de ce programme est enfin certifiée. L'événement solennel marque la volonté des autorités guinéennes à changer qualitativement les services publics. Vous avez fait preuve d'engagement, d'assiduité et de professionnalisme. Vous avez su tirer profit de cette formation pour acquérir des compétences essentielles à une gestion publique moderne, éthique et orientée vers les résultats. Je vous en félicite chaleureusement pour ce bel accomplissement au nom de Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique. L'éthique et la déontologie, la loi 026 et 46, ainsi que rôle et responsabilité des agents publics sont autant de thématiques abordées. Ces auditeurs mesurent dorénavant les enjeux qui s'attachent à l'ambition de transformation de l'administration publique ambitionnée par les autorités. Durant plusieurs semaines, nous avons eu l'opportunité de renforcer nos savoirs, d'affiner nos compétences et surtout de prendre conscience des responsabilités qui sont les nôtres en tant qu'acteurs de l'administration publique guinéenne. Nous sommes fiers de vous, fiers du parcours que vous avez amorcé, mais le plus dur reste à venir parce qu'il va falloir que vous traduisiez ce que vous avez appris à travers vos formateurs, mais que moi je vais appeler facilitateurs, ce que vous avez appris au niveau professionnel dans vos fonctions respectives. Cette 5e promotion du certificat en compétences administratives CCA porte le nom de Dr Diaka Sidibé, ministre du Commerce. Une reconnaissance en hommage à sa contribution remarquable à la formation de l'élite de demain en Guinée. Gestion des bassins fluviaux transfrontaliers, un projet de création de structures autonomes est en gestation, une initiative commune des pays de fleuve Mano. Le sujet mobilise les acteurs concernés, c'est le cas en Guinée, l'espoir semble permis. Makemedonzo. Makona de Gekedou, l'un des bassins versants que partagent les pays de Mano River Union. Ce voisinage géographique oblige ces États à la création d'un office de gestion des bassins fluviaux transfrontaliers de l'Union de fleuve Mano. L'objectif est de sauver l'écosystème déjà menacé par le réchauffement climatique. En Guinée, les directions concernées échangent autour du projet. La création de l'Office de gestion des bassins fluviaux transfrontaliers, appelé OGBFT, constitue une réponse concentrée, ambitieuse et nécessaire. Cette organisation aura pour mission de promouvoir une gestion intégrée, équitable et durable de nos ressources en eau, tout en renforçant la coopération entre nos États membres. Il s'agira non seulement de protéger nos écosystèmes fluviaux, mais aussi de garantir un accès équitable de l'eau, de prévenir les conflits et de maintenir le développement local à travers des projets structurants. Les études sur le projet ont commencé en 2015 en collaboration avec la CEDEAO qui est en concertation avec les États membres. Le but est de mettre les participants au même niveau dans l'avancement des idées. C'est un premier départ, on va faire de la sensibilisation et de l'information. Ensuite, nous avons des documents juridiques déjà préparés
qui vont être validés au niveau national dans chacun des pays. Ensuite, on va convenir une réunion sous-régionale pour que les 4 pays en même temps, les acteurs en même temps se réunissent pour regarder en même temps, chacun venant avec les spécificités et les objectifs nationaux pour valider les documents juridiques. Une fois que ces documents juridiques sont validés, vont être remontés au niveau d'un conseil de ministres qui va prendre la décision finale. L'ambition du groupe est de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles afin de renforcer la coopération transfrontalière entre les pays membres. Sur tout autre plan, électricité, l'accès universel pour tous d'ici 2030, un défi que se fixe le gouvernement guinéen. Il jette son dévolu sur l'énergie solaire. Un nouveau partenariat est lancé à Conakry. 3 parties unissent leurs efforts. L'État guinéen, la société SCGC et le géant chinois de l'énergie solaire, China State Construction. Plus de détails avec Souleymane Kamara. Avec un potentiel solaire très élevé, la Guinée veut capitaliser ce atout naturel en une opportunité pour résoudre son déficit en énergie électrique. Pour le faire, un projet solaire ambitieux sera réalisé très prochainement. Il sera le fruit d'un partenariat stratégique entre les responsables de la société de gestion et de construction guinéenne SGCG. L'entreprise chinoise China State Construction, Energyring et le ministère de l'Énergie. D'ici 2035, on doit livrer une nouvelle ville à la République de Guinée. Il n'y a pas une nouvelle ville à l'image de Dubaï ou plus que Dubaï sans électricité. Raison pour laquelle on veut aider l'État guinéen à régler non seulement le problème d'électricité, mais construire aussi une centrale solaire de 100 MW pour notre nouvelle ville. Avec ces 2 projets, non seulement le problème d'électricité sera résolu, les usines vont voir le jour, la population va améliorer ses conditions de vie. Cette collaboration va aboutir à la construction d'une centrale solaire de 100 MW à Linsan dans la préfecture de Kindia. Elle fournira 187 millions de kWh dès sa première année, de quoi alimenter 300 000 foyers. Ils ont adapté une nouvelle technologie, ce qui est le stockage de l'énergie et ce qui est innovant. Je pense que ça peut nous aider parce que ça peut nous permettre de user notre tension. Ça va augmenter notre pack de production de 100 MW. Lors des discussions, CEC, géant mondial du BTP, a confirmé son engagement à livrer le projet en seulement 15 mois. Le modèle de financement innovant IPP, sans impact sur la dette publique et les exonérations fiscales accordées par l'État, ont été largement débattus lors de cette rencontre stratégique. Pendant ce temps, à Mamou, inauguration de la microcentrale électrique hybride et le pôle universitaire d'innovation technologique et d'entrepreneuriat Unipod, des infrastructures réalisées grâce au soutien financier de PNUD et la coopération française. Il est essentiellement question de lier la théorie à la pratique. Mamadou Patebalde, correspondance. La modernisation et l'innovation dans les institutions d'enseignement supérieur du pays est devenue une réalité. L'exemple du pôle universitaire d'innovation technologique et d'entrepreneuriat destiné aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de l'IST Télico, ainsi que la microcentrale électrique hybride de 15 kW voit le jour. L'Unipod n'est pas un simple bâtiment, c'est un symbole d'une ère pour l'enseignement supérieur en Guinée. Une ère où la théorie rencontre la pratique, où les idées se transforment en solutions. Quant à la centrale, elle permet aux étudiants en génie électrique de pouvoir se familiariser aux nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie renouvelable. Entièrement équipée grâce à l'appui financier de PNUD pour l'INEPOD et de la région de Hauts-de-France pour la centrale électrique. Ces infrastructures de pointe sont le symbole d'une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur. Les ouvrages que nous inaugurons aujourd'hui représentent une ambition nationale partagée, celle d'un enseignement supérieur de qualité et qui permet la connexion avec l'environnement, capable d'innover
tout en répondant aux enjeux énergétiques, technologiques, sociaux de notre temps. À travers Uniport Guinée, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner le pays vers une économie de savoir, où chaque jeune pourra exprimer son potentiel et contribuer activement à la transformation et au développement de la société. À l'inauguration de ces infrastructures, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a traduit la volonté politique du gouvernement de soutenir l'éducation à travers le méga-projet Simandou 2040. L'objectif pour nous dans les institutions d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, c'est de former des chefs d'entreprise qui vont participer au développement de la République de Guinée. Comment vous participez à cela? Plus il y a d'entrepreneurs dans ce pays, plus on élargit et plus largement on élargit l'assiette fiscale et la contribution du secteur privé dans l'assiette fiscale. En marge de l'inauguration de ces infrastructures, le ministre Alpha Bakar Bari a procédé à la pose de la première pierre du hangar industriel qui viendra en appui à l'Unipod. On reste en Moyenne-Guinée. Satisfaction pour les parents d'élèves de la préfecture de Dinguiraï. La localité bénéficie de salles de classe et de tables-bancs. L'objectif étant de faciliter l'accès des enfants à l'éducation. C'est un coup de pouce d'un fils du terroir, Marwan Kamara. Pour contribuer au développement de leur localité, les ressortissants de la préfecture de Dinguiraï misent sur la valorisation du capital humain. Ils viennent de mettre à la disposition de la préfecture 3 salles de classe et plus de 150 tables-bancs. Ces 3 salles de classe accompagnées de 150 tables-bancs donnent une réponse à un besoin réel identifié en collaboration avec les autorités éducatives et les responsables de l'école. Elles permettront non seulement de désengorger les effectifs existants, mais aussi d'accueillir davantage d'élèves dans les conditions dignes. Je saisis l'occasion pour joindre ma voix à celle des parents d'élèves et enseignants afin d'exprimer notre infinie gratitude à l'endroit de la Fondation Afrique Excellence et plus particulièrement à Maître Baba Thiam pour son généreux don en faveur de l'éducation. J'exhorte les bénéficiaires à prendre soin de ce bijou. Cette infrastructure est réalisée grâce à la synergie d'action entre un fils du terroir et la Fondation Afrique Excellence. Cet important geste posé par Maître Baba Adicham est un bel exemple de patriotisme et un accompagnement précieux pour le district scolaire de Dinguiraï. Nous sommes très contents parce qu'avant dans les salles de classe, nous sommes assis 3 ou 4 par banc et ça ce n'était pas bon, ça défavorise les conditions de l'étude. Maintenant, avec ces 3 salles de classe, nous pouvons nous déconcessionner. La Fondation Afrique Excellence est une organisation à but non lucratif basée à Conakry. Elle œuvre dans la promotion de l'éducation en Guinée. Son ambition est d'accompagner le gouvernement dans l'amélioration du système éducatif guinéen. À Conakry, infrastructure sociale. La commune de Matam figure à la bonne enseigne. Une école primaire moderne et une maison des jeunes vont bientôt sortir de terre. La pose de la première pierre est effective à Ermakono. Voyons ensemble. C'est un jour historique pour les habitants du quartier Ermakono dans la commune de Matam. La première pierre de 2 infrastructures majeures a été posée, une maison des jeunes et une école primaire. Des projets porteurs d'espoir pour cette communauté qui vient de vivre le début d'une nouvelle ère pour le développement local. Ce sont des infrastructures locales et au niveau de l'école primaire, nous avons la construction d'un bâtiment plus 2 et qui est équipé de 12 salles de classe, donc 4 salles de classe par niveau. Et au niveau de la maison des jeunes de Ermakono, nous avons la construction d'un atelier de couture et plusieurs ateliers qui pourront profiter à la localité et aux jeunes. Vu l'arrivée du président de la délégation spéciale, il s'est battu corps à âme pour que Ermakono puisse sortir dans cette ornière. Et pour cette raison, on a bénéficié de cette infrastructure. Avec un délai de 6 mois prévu pour la construction, les attentes sont grandes. Quand l'État nous a dit d'extraire notre PAI de 2024, nous sommes allés voir dedans
Et dans les tris, on a trouvé que les projets urgents à faire maintenant, c'était ceux qu'on a choisis. On a trouvé une population très mobilisée, très contente des réalisations prévues ici. Nous espérons que nous serons dans le temps et nous reviendrons ici après 6 mois pour dire voilà les clés que c'est utilisable pour les communautés d'ici. Le processus est très long. On passe par le diagnostic, on passe par le choix. C'est dans ce cadre de ce programme annuel que Hermakono a eu ces infrastructures-là à mettre en place. Une journée sous le signe de l'unité, de la promesse pour un avenir meilleur. À Hermakono, on croit fermement que le développement passe par l'éducation et l'épanouissement de la jeunesse. Parlons à présent de cette priorité gouvernementale. L'équipe du PN-RAVEC pose sa valise au ministère de l'Environnement. Objectif, recenser les cadres du département. C'est la ministre Djami Diallo qui donne le coup d'envoi de cette opération. Guéné Yansani. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, une équipe du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PN-RAVEC se déploie. Il s'agit pour le personnel de ce département de se faire enrôler. Le top départ de cette journée de recensement est donné par la ministre Djami Diallo. Après s'être acquittée de son devoir citoyen, elle encourage tout le monde à en faire autant. Il est très important pour nous, pour tous les travailleurs du ministère de l'Environnement, de participer à ce programme de recensement pour d'abord nous permettre d'avoir une existence légale fiable, également de pouvoir participer pleinement à la vie de la nation en tant que citoyen guinéen. Et il faut noter aussi que ce recensement permet, conformément à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de bâtir une Guinée inclusive et forte. Donc nous encourageons tous les Guinéens à participer au recensement et à se faire enrôler. Ce message de la ministre est à l'adresse des 4000 travailleurs du département ici et dans l'arrière-pays. L'équipe du PN-RAVEC installée au siège du ministère a la charge de recenser les 1200 travailleurs du dit département en fonction à Conakry. Enrôlement biométrique, toujours. Et cette information qui reste à vérifier. Le retrait de l'argent aux citoyens, je vous le disais à l'instant, la gouverneure de Conakry vient à la source face à ces actes inciviques. Elle sensibilise agents, citoyens et responsables à la base. Elle rappelle aux populations la gratuité de l'opération. Moussa Bangoura. Aucun montant ne doit être payé pour se faire recenser. La gouverneure de Conakry monte au créneau pour bannir ces actes inciviques. Sur le terrain, elle vient s'enquérir des réalités. Selon des enquêtes menées dans certains quartiers, une somme forfaitaire est demandée à chaque citoyen afin de procéder à l'exercice. Personne n'a droit de payer 5 francs pour quel que soit le dossier à avoir relatif à ce recensement. Partout dans les bureaux de recensement, c'est un chef de quartier qui est responsable. Devant eux, j'ai dit à la population, mais aussi aux maires, que tout chef de quartier qui se retrouve dans ces situations de demander de l'argent ou bien qu'il laisse tolérer, il est libre de le suspendre et moi je vais entériner. Car quand le président dit, c'est une exécution. Pour mieux faciliter ces opérations, d'autres causeries éducatives ont été faites. Ces causeries éducatives ont touché les quartiers de Kaloum, Matoto et Dixine. Je suis arrivé à 8h25 et ils ont commencé à faire des appels. On nous a fait rentrer, on s'est enroulé. On ne nous a pas demandé 1 franc. J'ai même vu que les gens ont pris l'argent avec les gens. Le travail là, c'est important. Les gens n'ont pas de papier, n'ont pas de connaissances. On doit suivre maintenant cette refondation là pour que le pays bouge. Ça pour aujourd'hui, mais ça pour demain. À Conakry, la capitale, la gouverneure générale Mawasila entend poursuivre ce processus jusqu'au bout afin que le recensement biométrique à vocation d'état civil se déroule sans fausse note.
Enrôlement biométrique. Au bataillon d'infanterie du Kankamayen, les militaires et leurs familles accomplissent ce devoir civique. Séance tenante, le chef d'état-major de l'armée de terre a transmis le message de la hiérarchie militaire, invitant les hommes en uniforme et leurs proches à participer à cette opération d'envergure. Adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Après les services de sécurité et le bataillon du quartier général, le programme national de recensement biométrique pose ses valises au bataillon d'infanterie du Kankamayen. Un important dispositif est déployé pour recenser les militaires et leurs familles. Sur le terrain, le général de division Abdoulaye Keïta, chef d'état-major de l'armée de terre, sensibilise les hommes pour un engouement total autour de l'opération. Vous et votre famille, vos voisins, vos amis, à participer massivement à ce recensement qui est un programme national. Et quand c'est national, il y a beaucoup d'échéances qui nous attendent. Les élections. Pour y participer, il faut être recensé. C'est le message du chef d'état-major général des armées. Il faut que tous les militaires participent à cette action. Les agents des forces de défense et de sécurité ne sont pas en marge de ce devoir citoyen. Le commandement militaire, en synergie d'action avec le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC, assure enrôler l'ensemble des effectifs concernés. Venons vers eux sur leur site de travail pour procéder à leur enrôlement biométrique pour qu'ils soient d'une part dans le registre national des personnes physiques et en même temps dans le fichier électoral pour ceux qui ont plus de 18 ans. La plus grande finalité qu'il faut retenir et qui est la plus importante, c'est qu'ils seront dans le registre national des personnes physiques. Un numéro personnel d'identification sera donné à tous les citoyens, donc aux militaires. C'est ce numéro personnel d'identification qui est infalsifiable, qui est unique, qui est sécurisé, qui leur sera attribué pour toute la durée de leur vie. Autour de cette opération de recensement, on remarque une forte mobilisation des citoyens ainsi que des hommes en uniforme venus s'acquitter de leurs devoirs civiques. Aujourd'hui, c'est avec vraiment joie et satisfaction que je me suis acquittée de mon devoir civique qui est celui du recensement. C'est l'occasion pour moi de saluer les autorités militaires de ce camp qui n'ont ménagé aucun effort pour nous faciliter le recensement ici dans le camp. Le chef de corps a jugé nécessaire pour envoyer les agents de recensement au sein du camp. Donc c'est l'opportunité pour moi de venir accomplir mon devoir. Dans les jours à venir, le bataillon spécial de Conakry, l'état-major de l'armée de l'air, le bataillon du génie militaire, le centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 ainsi que d'autres structures passeront à tour de rôle pour se faire recenser. Cap sur l'intérieur du pays, les autorités préfectorales de Kissidougou étaient dans les 12 sous-préfectures. La mission vient s'enquérir de l'état d'avancement du processus. Par ailleurs, sensibiliser les populations à se mobiliser pour l'enrôlement biométrique. Marwan Kamara. Une délégation conduite par le préfet de Kissidougou en tournée de supervision sur les sites d'enrôlement et de sensibilisation pour le recensement biométrique dans les différentes localités de sa juridiction. Partout dans ces localités, Charles Koulpi-Lama et sa suite ont mis l'occasion à profit pour bien expliquer aux populations le motif et l'importance du recensement biométrique. Monsieur le préfet et son cabinet venir jusqu'à Kondiado voir comment le travail se passe. Cela est une grande motivation, non seulement pour nous, l'autorité, mais aussi pour les citoyens. Et vraiment, cela nous motive à plus d'un titre. Une commission a été mise en place pour s'occuper ici de la délivrance des jugements supplétifs. Et depuis que le processus a commencé, cette commission travaille sans relâche. Et les superviseurs et les délégués sont constamment dans nos murs pour la signature des registres. Au cours de cette tournée citoyenne, la délégation a mis le cap sur les écoles pour passer le même message aux élèves. Ici, encadreurs et élèves réitèrent leur adhésion au programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC. Sur 1536 élèves prévus à Sundiata, on nous remonte déjà que 1308 sont enrôlés. Ce n'est pas la politique que nous faisons, mais vous avez vu, le 15 avril passé,
le chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Mamadi Doumbouya, lui-même, il s'est recensé. Pourquoi pas vous et nous? Cette campagne de sensibilisation et de supervision des autorités préfectorales de Kissidougou s'inscrit dans le projet du gouvernement de doter les Guinéens d'une identité unique et numérique. Elle a permis à la délégation de s'enquérir de l'état d'avancement du processus sur le terrain et de connaître des manquements à corriger. Soutien des initiatives présidentielles, remise des kits de sonorisation et un véhicule pick-up aux mouvements et associations, en geste du collectif des anciens membres du gouvernement CNRD, en ligne de mire, conscientiser les citoyens à se faire recenser avant le 30 mai 2025, date indiquée par les autorités guinéennes. Fallu Diallo. C'est la deuxième phase de remise des kits de sonorisation et engins roulants pour les mouvements et associations de soutien aux idéaux du général président. L'idée d'améliorer la mobilité des acteurs dans la sensibilisation des populations à se faire recenser, un acte citoyen pour renforcer leur capacité à influencer l'avenir de la Guinée. Pas recensé, on existe, on ne vit pas. Donc c'est avec le recensement qu'on peut avoir des projets et des programmes qui vont dans le cadre du bien-être des populations. Donc aujourd'hui, nous avons remis des kits aux différents mouvements de soutien pour qu'ils puissent aussi, au niveau de leur quartier, faire de la sensibilisation pour le recensement. C'est donc une grande avancée dans la mobilisation citoyenne pour la réussite des opérations de recensement biométrique à vocation d'état civil. À travers ce geste, le collectif des anciens ministres du gouvernement CNRD offre un moment de partage pour plus d'engagement citoyen pour l'atteinte des résultats. Cet engagement est d'abord patriotique. Pour tout individu qui connaît l'importance du recensement de la population d'un pays, on doit agir en tant que citoyen. On doit savoir que c'est un devoir. Donc le devoir nous oblige d'accomplir le souhait du collectif des anciens ministres. Puis de mettre des moyens à notre disposition pour que nous puissions aller dans les confins. Parce qu'il y a des personnes, ils ne peuvent pas tout laisser aller se faire recenser. S'il faut une journée entière, ils ne sont pas recensés, ils sont découragés et le lendemain ils ne reviennent plus. Donc de tout mettre en œuvre, de nous aider sur ce fait-là. Chaque voix compte, chaque visage est unique, recensez-vous ou encore se recenser, un acte civique, un devoir citoyen. Ce sont entre autres slogans qui seront véhiculés pendant la mobilisation citoyenne, tout comme ici, lors de cette cérémonie de remise. Autre facette de cette édition, Conakry, ville propre. L'engagement citoyen ne faiblit pas. Les jeunes et femmes prennent le relais. Balais et pelles retentissent chaque samedi à Dabompa, dans la commune de Tombolia. C'est une synergie des différentes corporations socio-professionnelles. Fodé Camara. Dans le Grand Conakry, l'élan amorcé par les autorités pour la salubrité publique trouve des échos favorables. Dans la commune de Tombolia, à Dapompa, des citoyens motivés par les bonnes volontés se remettent sur pied de guerre contre l'insalubrité. Le trottoir, les caniveaux et autres lieux publics sont assainis ce week-end par de nombreux bras valides. Je suis très heureux ce matin de voir les femmes, les jeunes, les enfants mobilisés à un seul endroit pour assainir le quartier. Depuis 7 heures aujourd'hui, ils sont sur le terrain en train de faire le curage, et en train de balayer les rues pour rendre le quartier propre et accessible à tout le monde. L'assainissement, c'est du jour au jour à Dapompa ici. Tous les samedis, on a initié dans l'esprit de la population, il faut assainir. La vision du président, c'est quoi? C'est de voir la Guinée propre. Donc nous ici, on est en train de sensibiliser la population à ce que Dapompa soit propre. Cette campagne d'assainissement est couplée à la sensibilisation pour que chaque citoyen balaye devant sa porte. Chaque samedi, on sort pour nettoyer. Il y a des poubelles partout. Le citoyen doit savoir que si on veut dire qu'on veut être à l'image des autres pays, on doit apprendre à mettre ça dans la poubelle. Mais quand tu vois l'autre à nettoyer, si tu ne peux pas nettoyer, mais au moins que tu attaches, toi tu mets dans ton sac, arrivé chez toi, tu déposes dans ta poubelle. À l'orée des pluies diluviennes, ce curage des caniveaux va contribuer à freiner les inondations. Des inondations qui ont causé dans un passé récent assez de dégâts matériels et même des pertes en vie humaine dans le Grand Conakry. Dès que l'hivernal trouve que les fossés sont remplis, ils ne sont pas curés, les extraits d'eau font des inondations, ça et là et partout. Les exutoires naturels au niveau de la mer sont aussi bouchés. Et on constate même des circulations sont bloquées à cause des eaux sauvages.
pour accompagner les efforts de M. le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. À l'annonce des grandes pluies, on a organisé une très grande journée d'assainissement, comme vous voyez, curer complètement les fossés pour que cette fois-ci, l'année dernière, ce qui s'est passé, que tous les Guinéens ont vu dans d'autres quartiers, les pirogues ont circulé dans nos villes, afin que Dapompa soit épargné de cela. À Dapompa, cette unité d'action pour contribuer à la dynamique du développement au plan local se matérialise aussi par la sensibilisation pour la réussite des opérations du programme national de recensement à vocation d'état civil et administratif. De la salubrité à la santé, pendant ce temps, on assiste à la non-conformité de certains établissements de soins de santé privés aux normes en la matière. C'est le constat des dernières visites opérées dans ces lieux publics. Place maintenant à la vulgarisation des normes et procédures établies, une démarche enclenchée par le département de la santé et la structure habilitée. Mariam Kamara. On sait dorénavant en quoi s'en tenir pour l'ouverture d'une structure hospitalière privée en Guinée. Ici, l'heure est à la vulgarisation des normes et procédures sur la base desquelles les établissements de soins et structures privées doivent se conformer. Objectif, contribuer à l'amélioration de la qualité de l'offre des soins et de la sécurité des patients dans les établissements médicaux et paramédicaux privés. Le constat est que depuis décembre 2024, plus précisément le 26, il y a une opération qui a commencé sur le terrain qui consiste à identifier et à fermer toutes les structures médicales et paramédicales illégales et ou non conformes. Face à cela, il est très important pour nous, et c'est pourquoi nous faisons cet atelier, pour dire à tous ceux qui sont dans le secteur privé de la santé quelles sont les normes qu'il faut respecter en matière d'infrastructure, en matière d'équipement et en matière de ressources humaines adaptées à chaque type de structure qu'ils voudront installer. La Direction nationale des établissements hospitaliers publics et privés a ainsi été mise à contribution pour concevoir un support simplifié et organiser une session de formation des promoteurs et prestataires des établissements de soins de santé privés. L'objectif recherché, c'est de permettre à tous ceux qui peuvent ou veulent ouvrir une structure sanitaire de mieux appréhender ce qu'il doit faire. Parce que s'il ne maîtrise pas cela, il va faire sa demande, nous on reçoit la demande, on traite, on lui donne l'agrément de création. Mais il ne pourra pas avoir l'agrément d'exploitation. Nous sommes entièrement en ligne et en phase avec les préoccupations du ministère et nous voulons que notre secteur, le niveau privé, soit de qualité. Grâce à cet atelier, les acteurs pourront non seulement connaître la typologie des établissements, s'approprier des directives pour la création des différents types de structures sanitaires et enfin comprendre les critères de conformité des établissements médicaux et paramédicaux privés. C'est l'un des titres de cette édition. Planification familiale à l'échelle sous-régionale. En 14 ans d'existence, le partenariat de Ouagadougou a pu éviter 18 millions de grossesses, 6 millions d'avortements à risque et plus de 60 000 décès maternels. Des exploits certes, mais ce n'est pas suffisant. 9 pays de l'Afrique francophone, dont la Guinée, se sont retrouvés. La consolidation de la plateforme est envisagée. Des échanges dits stratégiques ont lieu afin d'identifier les solutions concrètes. Karim Kamara, Mohamed Lamine Kamara. De plus en plus, la promotion de la santé mère et enfant connaît une dimension de précaution politique et sociale. En la matière, le partenariat de Ouagadougou créé il y a près de 15 ans a permis des avancées majeures. Au nombre de 9 dans la Guinée, les pays de ce partenariat se retrouvent à Conakry. Des points focaux gouvernementaux pour échanger afin d'identifier des solutions concrètes, réalistes et solidaires. Nous pensons au niveau du partenariat de Ouagadougou à un besoin de plus de souveraineté, souveraineté financière, mais aussi souveraineté contraceptive, par rapport à l'achat des contraceptifs, par rapport aux lignes budgétaires, mais aussi par rapport au renforcement du système de santé, afin qu'ils puissent accueillir de plus en plus de femmes et de jeunes filles qui demandent des services de contraception, des services de planification familiale, mais la santé de la reproduction en général. Pendant 3 jours, diverses questions liées à la santé de la reproduction et la planification familiale ont été débattues. Entre autres, les priorités nationales et les objectifs à atteindre, l'identification des leviers d'action les plus pertinents ou encore le partage d'expériences et de bonnes pratiques.
Tous les États se sont engagés à renforcer la ligne qui soutient dans la santé de la mère et de l'enfant. Et l'autre stratégie, c'est de discuter avec les partenaires qui sont encore là, de voir dans quelle mesure ils peuvent étendre leur domaine d'action pour couvrir les activités que supportait l'aide de l'USAID. Pour le ministère guinéen de la Santé, seule l'émergence d'une synergie d'action permettra de mieux faire face aux défis actuels de financement et de gouvernance. La mobilisation des ressources domestiques est devenue un impératif de souveraineté dans un contexte mondial marqué par la rareté des financements extérieurs, exposant ainsi les pays à un défi de durabilité des actions engagées. C'est pourquoi nous avons amorcé une mobilisation progressive des ressources domestiques à travers le plaidoyer auprès des collectivités décentralisées pour qu'elles soutiennent les interventions au niveau local. Le partenariat de Ouagadougou est scellé par 9 pays de l'Afrique francophone où la prévalence contraceptive a doublé ces derniers temps avec plus de 18 millions de grossesses, 6 millions d'avortements à risque et plus de 60 000 décès maternels évités. Au même moment, à Boké, des acteurs de la santé humaine, animale et environnementalistes sont à l'école. Ils apprennent la prévention des maladies épidémiologiques et des catastrophes naturelles. Une formation assurée par le département de la santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Younous Atawel Kamara. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, multiplie des actions afin de prévenir d'éventuels cas de maladies épidémiologiques, mais aussi des catastrophes naturelles dans le pays. Cette formation des agents de la santé humaine, animale et du département de l'environnement, tenue ici à Boké, en est une illustration. Le but, c'est de les outiller sur la conception, la planification et la mise en œuvre des exercices de simulation, qui est un outil très important pour nous, pour renforcer notre préparation, la prévention et la gestion des urgences de santé publique. Comme l'environnement étant un domaine transversal, vraiment ça nous a donné l'expérience, comment planifier, concevoir nos projets, comment les planifier dans le temps et comment les réaliser en commun accord avec les autres secteurs qui sont dans le développement durable. À travers cette formation, ces acteurs des départements sectoriels ont pu cerner quelques notions liées à la prévention des épidémies et des catastrophes naturelles. Le projet bénéficie d'un accompagnement technique et financier de la Banque mondiale. Ça fait longtemps que nous menons des activités, mais le peu de temps qu'on a fait, on a beaucoup appris. Et si nous perpétuons ces simulations dans nos différents districts, ne serait-ce qu'une fois chaque mois, ça va nous permettre encore de mieux coordonner nos actions. Cette approche intégrée nous permet de cerner tous les éventuels cas d'épidémie qui peuvent subvenir, y compris la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine, pour contrer et nous préparer à une riposte en cas d'éventuels cas d'épidémie. Ces agents de la santé humaine, animale et du département de l'environnement sont désormais bien outillés en technique de prévention des maladies épidémiologiques. Sur tout autre plan, entrepreneuriat féminin, le salon consacré à la jante féminine a vu le jour. Question de valorisation, mais surtout d'autonomisation pour cette couche dans sa créativité. Certaines sont sous les projecteurs et d'autres évoluent dans l'ombre. Un accent crucial est mis sur le secteur informel. Bakari Bamba Kondé. Dans un élan d'innovation, l'ONG Les Icônes a lancé la première édition du Salon de l'autonomisation de la femme entrepreneur guinéenne, en abrégé SAFEG, sous le thème Simandou 2040, transformer l'avenir des femmes guinéennes par l'autonomisation. L'événement se tient ici même à Conakry et cherche à mettre en lumière le potentiel entrepreneurial des femmes en Guinée et à créer un espace d'échange et de collaboration. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de développement durable sans les femmes. Pas d'avenir inclusif sans leur autonomisation réelle. Notre ambition à travers ce salon se situe à 2 niveaux. Premièrement, rendre visibles les femmes de l'ombre tout en créant des opportunités pour elles. Ensuite, exhorter les bailleurs, les investisseurs et l'État
Le potentiel est là. Il suffit de tendre la main. Au programme des formations, des panels ainsi qu'un espace d'exposition pour permettre aux participantes de présenter leurs produits et services. Ces femmes qui nous font vivre, qui sont très bien organisées et très bien soutenues par l'État. C'est très bon de faire les discours, mais encore c'est mieux d'accompagner ces femmes. Parce que ce qu'elles obtiennent, elles injectent dans l'éducation de leurs enfants, dans la santé de leurs enfants et familles. Pour le ministère de la promotion féminine, cet espace doit aider à renforcer le réseau entrepreneurial féminin en Guinée et promouvoir des initiatives locales. Le SAFEG met en lumière celles que l'on ne voit pas, dont le travail n'est pas valorisé. Les commerçantes, les productrices, les artisans, toutes celles qui bâtissent l'économie familiale avec courage, mais sans reconnaissance suffisante. Cette première édition du SAFEG s'annonce comme un moment crucial pour l'émancipation économique des femmes en Guinée. Il se tiendra pendant 3 jours. Cette autre initiative est pour le même motif, autonomisation des femmes, un plan d'aide est disponible, c'est au bénéfice des femmes entrepreneurs, une assistance d'envergure nationale qui s'étend sur 5 ans. Karim Kamara. Dans un élan d'autonomisation de la gente féminine, un nouvel horizon se dégage. Il s'agit du programme de formation et d'employabilité des femmes PROFEF, taillé sur Simandou 2040. L'initiative est portée par Force des femmes afin de promouvoir le leadership féminin dans le but de transformer les défis en opportunités en leur faveur. Nous savons tous que le deuxième pilier du programme Simandou, c'est l'éducation et la culture. Et c'est quelque chose, un facteur très primordial, très important pour le président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbouya. Nous avons décidé de former les femmes guinéennes pour que quand ce programme sera mis en place, nous n'allons pas chercher la main-d'œuvre ailleurs, pour qu'on puisse avoir une main-d'œuvre qualifiée de femmes, que ce soit à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est parti pour la première phase du PROFEF dans laquelle 7 masterclass sont prévues. Les thématiques qui seront abordées sont entre autres le leadership, l'entrepreneuriat et l'art oratoire, animés par des experts triés sur le volet par Force des femmes. La première des masterclass à être dispensée porte sur comment concilier ambition professionnelle et responsabilité familiale. En tant que femme, pourquoi ne pas agir, pourquoi ne pas être aussi parmi les femmes leaders, surtout qui va aussi avec le méga projet. J'ose croire que vraiment ces séances contribueront aussi à l'épanouissement de la femme en République de Guinée. Pour la jeune femme qui aspire à être une jeune maman, qui aspire à être épouse et qui aspire à être chef d'entreprise ou cadre de l'administration, il est important de les outiller, n'est-ce pas, basé bien sûr sur nos connaissances, mais aussi sur notre expérience, afin, n'est-ce pas, de savoir mieux gérer leur quotidien, mieux gérer les différents domaines de leur vie. PROFEF est un plan quinquennal qui compte former chaque année en Guinée 500 femmes issues du secteur formel et informel. Les 7 masterclass seront également données en faveur des femmes entrepreneurs de l'arrière-pays. Le programme se poursuit, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.